Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui à des questions à choix multiples. Ça correspond à l'épreuve 1 du IB Physique. On a 21 questions qu'on va corriger. On va faire ça en 2 vidéos. Là, c'est la partie 1 et ça va nous permettre de couvrir les mesures physiques, la cinématique, les forces centripètes et puis les énergies. C'est parti pour cette première partie. Question 1, question simple. Quelle est la ligne qui correspond à une unité fondamentale et puis une unité dérivée? Ça, c'est du cours, ça correspond à la question B. Le coulomb n'est pas une unité fondamentale, tandis que le kilogramme l'est. Deuxième question, on a deux objets X et Y qui vont avoir chacun un vecteur vitesse. Donc X va vers la droite et Y va vers le haut. On voudrait maintenant représenter le vecteur vitesse de X par rapport à Y. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement décomposer le vecteur X par rapport à Y. On va faire la vitesse de X par rapport au sol, donc c'est celle qu'on a ici sur l'écran, plus la vitesse du sol par rapport à Y. La vitesse du sol par rapport à Y, eh ben, c'est l'inverse, c'est l'opposé du vecteur Y qui est présenté sur l'écran. Donc le vecteur sol par rapport à Y va vers le bas. Quand on additionne les vecteurs, ça nous donne le vecteur B. Troisième question, ça c'est sur les incertitudes relatives. On a la période d'oscillation d'une masse sur un ressort de pi fois racine de m sur k. On donne l'incertitude relative sur k et sur la masse. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement changer l'expression de la période. Donc ça va être 2pi multiplié par... Alors, il faut savoir que la racine carrée, c'est une puissance 1,5. Donc, m à la puissance 1,5. Attention, le k était sous la barre de fraction, donc ça va être k puissance moins 1,5. Quand je m'intéresse à l'incertitude relative maintenant, donc la constante 2pi ne m'intéresse pas. Par contre, je sors l'exposant 1,5 de l'incertitude relative de la masse. Plus 1,5, attention ce plus, même si l'exposant sur le k est négatif, on additionne les incertitudes relatives, donc plus 1,5 de delta k sur k, ce qui va nous donner une erreur relative de 8%, ça correspond à la réponse C. Question 4, très simple, un mouvement circulaire uniforme, on a l'accélération et la vitesse, on sait que la vitesse c'est toujours tangent à la trajectoire, l'accélération est toujours dirigée vers le centre, c'est la réponse C. Question 5, donc on va avoir une balle qui va arriver sur un mur et qui va évidemment rebondir. La quantité de mouvement initiale c'est PB, ensuite c'est PA. Dans le problème qu'on vous demande de résoudre, en fait on cherche à avoir la valeur de la force moyenne exercée par le mur. Donc ce qu'on veut c'est en fait la norme de la force moyenne, et ce qui est intéressant dans ce problème, c'est qu'on vous donne en fait les normes, les valeurs scalaires de PA et PB, donc les normes positives. Si je veux exprimer la force en fonction de la variation de quantité de mouvement, c'est PA moins PB divisé par T, ça c'est la forme vectorielle. Si je regarde maintenant le vecteur PA, donc là il ne change pas, mais moins PB est dans la même direction et le même sens que PA. Donc si je veux maintenant regarder la norme de la variation du vecteur vitesse, simplement la norme, je vais additionner PA et PB, ce qui veut dire que la norme de la force, ça va être tout simplement PB plus PA divisé par le temps, ça correspond à la réponse C. Question 6, on a un objet qui se déplace avec un vecteur vitesse constant. On voudrait savoir laquelle de ces variables doit avoir une valeur nulle. Donc là, j'ai fait un petit schéma qui représente un cas classique. Par exemple, on aurait l'objet qui est entraîné par une force F, le poids, la réaction du sol, les forces de frottement. Si l'objet a un vecteur vitesse constant, bah, c'est la première loi de Newton. Ça veut dire que les forces se compensent, donc la force résultante est nulle. Réponse D. Le 7, on a maintenant une balle qu'on va lâcher, qui va rebondir ensuite sur le sol, puis remonter. On va s'intéresser à la variation de quantité de mouvement de cette balle. Donc là, maintenant, quantité de mouvement sous forme vectorielle. Je vais commencer par orienter l'axe vertical, je vais l'orienter vers le bas. Donc la quantité de mouvement initiale sera positive.
La quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse. Au début, on n'avait pas de vitesse initiale, donc la vitesse va augmenter, ce qui veut dire que P va augmenter. Au niveau du rebond, on va avoir une inversion de la quantité de mouvement, donc il va avoir une grande valeur, mais qui va devenir maintenant négative, puisqu'elle va monter, donc opposée par rapport à l'orientation de l'axe vertical que j'avais donné, et puis en montant, la vitesse va diminuer, donc P va diminuer. Alors si on regarde le graphe B, on a ici une valeur maximale qui correspond, maximale de P qui correspond au moment où la balle va toucher le sol. Ensuite, la balle remonte, donc on a une inversion du signe de la quantité de mouvement. Et ensuite, quand la vitesse à sa hauteur maximale devient 0, la quantité de mouvement est nulle. Donc ça correspond bien au graphe B. Question 8. Maintenant, on a une particule qui va se déplacer sous l'influence d'une force et on représente l'évolution de la force en fonction de la distance qui est parcourue par la particule. Et on voudrait savoir à quoi correspond l'air qui est sous la courbe. Si on regarde l'air sous la courbe, on va devoir en fait multiplier des newtons par des mètres. Les newtons par des mètres, ça correspond au joule, c'est un travail, c'est une énergie. Donc en fait, la réponse qui correspond à cette question, c'est la réponse C. Maintenant, pour cette question, on a un graphique qui va montrer l'évolution de la force F en fonction, donc qui agit sur un objet en fonction du temps. Et on veut savoir à quoi correspond l'air sous la courbe. Toujours pareil, si on veut avoir l'air sous la courbe, on va multiplier quoi? Des newtons par des secondes, par des unités de temps, et donc ça va nous donner la variation de quantité de mouvement de l'objet. Donc c'est la réponse C. Le 10, donc l'histoire de poulies et de masses qui descendent. Donc on a une petite masse M qui va tomber et qui va entraîner la grande masse. Alors j'ai essayé de faire un petit schéma où je représente toutes les forces qui s'appliquent à ces deux masses. Donc pour la grande masse, on a dans son poids, grand M fois petit g, qui va être compensé par la réaction du sol. En revanche, on va avoir la grande masse qui va être tirée par la tension du fil. Alors la tension du fil, d'après la troisième loi de Newton, ça va être la même que celle qui s'applique sur la petite masse m, mais qui va être aussi plus petite que le poids de la petite masse, donc petit m fois g. Alors d'après la seconde loi de Newton, qu'on va appliquer pour les deux masses, on va avoir la force résultante qui est égale à la masse de l'objet multipliée par son accélération. Maintenant, la petite masse m et la grande masse vont en fait avoir la même accélération petit a. J'ai plus qu'à écrire les deuxièmes lois de Newton pour ces deux masses. Donc petit m a est égal à mg moins t. Pour grand M fois A, ça sera T. Je n'ai plus qu'à faire un tout petit peu de maths et je vais avoir l'expression pour A qui sera petit m divisé par petit m plus grand M fois G. Donc ça correspond à la question, à la réponse C. Il y a un moyen de le vérifier, c'est que si on fait l'hypothèse que la petite masse m en fait devient très très grande, tend vers l'infini, à ce moment-là, on a un cas où la petite masse est en chute libre, donc son accélération devrait être petit g. On n'a plus qu'à regarder la formule. Est-ce que si on fait petit m divisé par petit m plus grand m, et que petit m devient très grand, ça veut dire que ce rapport de masse est égal tend vers 1, et donc on a bien A est égal à G. Donc la réponse C est tout à fait cohérente. Question 11. Un mouvement circulaire uniforme. On a une voiture qui, au sommet de sa trajectoire, va subir une force, donc la réaction de la piste. On voudrait avoir maintenant l'expression de la valeur de R. Alors évidemment, il y a deux forces qu'on n'a pas mises sur ce schéma. C'est le poids, m fois g, qui lui aussi est dirigé vers le bas, comme la réaction de la piste. Et en fait, puisqu'on a un mouvement circulaire uniforme, on a une force centripète. La force centripète, attention, c'est la force résultante qui va s'appliquer sur mon système. Donc la force centripète, qui a pour expression mv2 sur r, est égale au poids de la voiture plus la réaction du sol. Donc la réaction du sol, ça va être mv2 sur r, la force centripète, moins le poids mg. Ça correspond donc à la réponse A. Et voilà pour cette première vidéo. Nous allons continuer les exercices dans une seconde vidéo.